Ce sera encore moi, figurez-vous, avec mon comparse Fernando qui va co-animer la session suivante avec nos collègues de la Caisse des dépôts et consignations, José Coignard et Yann Goupil. Nous interviendrons, Fernando et moi, dans un premier temps sur la partie réglementaire, un peu plus détaillée que les choses que Fernando a pu commencer à exposer hier. Il y avait des dates importantes là, dans le deuxième semestre de 2020 sur les obligations d'accessibilité. On va revenir sur tout ça. On parlera aussi rapidement de l'Observatoire des démarches en ligne. On fera un petit topo un petit peu sur cette action mise en place par l'État. Et puis dans la deuxième partie, donc, nos collègues de la Caisse des dépôts vont nous montrer un petit peu une application remarquable et remarquée en tout point et vont vous la faire connaître. C'est une plateforme, ça s'appelle Mon Parcours Handicap. J'en dis pas beaucoup plus pour l'instant, je vais leur laisser la parole tout à l'heure. On va commencer, Fernando, je t'en prie. Pour reprendre la discussion là où nous l'avions volontairement laissée hier lors de la présentation de notre ABC de l'accessibilité numérique, ABC que vous pourrez retrouver sur http://abc-accessnum a2ce2snum.aveugle toujours au pluriel de France.org, toujours au format PDF accessible et toujours au format iPod 3 accessible. Il y a une partie qui tâche de résumer le cadre légal et réglementaire dans lequel nous sommes en France. Je vais rentrer ce matin un peu plus dans le détail, chronologiquement d'une part. Je pense qu'il est important que tout le monde ait à l'esprit un peu les étapes par lesquelles on est passé pour comprendre que ce n'est pas une obligation qui est apparue là comme ça en 2020. Ça s'est inscrit dans un parcours temporel qu'il faut savoir appeler. Et on reviendra ensuite, comme Denis le disait en introduction, d'une part sur un observatoire qui a vu le jour récemment avec des critères en matière d'accessibilité, on verra lesquels. Et d'autre part, on viendra rapidement sur le RG2A dans sa version 4, notamment pour rappeler un peu son fonctionnement, ses critères, etc. Alors l'accessibilité numérique, qu'est-ce que c'est? L'accessibilité numérique, c'est une notion qui est travaillée au niveau international au sein du W3C, donc le consortium qui régit des règles de l'Internet au niveau mondial. Dans ce consortium, ce W3C, nous avons un groupe d'intérêt qui s'appelle le Web Accessibility Initiative, ce qu'on appelle souvent le WAI pour aller un peu plus vite. Vous savez que nous sommes régulièrement friands, malheureusement, de sigles. Et donc ce WAI a publié pour la première fois ses recommandations internationales en matière d'accessibilité numérique en 1999. Je ne vais pas ici redire ce que c'est que l'accessibilité numérique, on a un certain nombre de définitions, je vous renvoie à l'ABC de l'accessibilité numérique, vous retrouverez un certain nombre de concepts dans ce guide-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces recommandations ont donné d'abord lieu à une circulaire en France, là pour le coup je vais me situer en France, émise par Lionel Jospin, vous voyez que ça ne date pas exactement d'hier, en 1999, qui déjà préconisait de concevoir accessible. On a vu ensuite ces recommandations arriver dans un référentiel que beaucoup d'entre nous avons oublié, mais qui a existé. Je sais que Denis va sans doute avoir les larmes aux yeux quand je vais évoquer ce souvenir de sa vie numérique, à savoir un référentiel dit ADAE, qui reprenait ces questions-là. Et enfin, en 2005, est sortie la grande loi d'orientation sur le handicap, que nous connaissons pour beaucoup d'entre nous, qui est la loi du 11 février 2005, avec son article 47 qui, pour la première fois dans la loi française, fait entrer de plein droit un droit à l'accessibilité numérique. Cette loi, du coup, posait ces principes-là et appelait la sortie d'un décret et d'un arrêté pour fixer un certain nombre de modalités techniques. Je ne vais pas rentrer dans le détail approfondi des textes. Retenez simplement qu'à travers les décrets et les arrêtés, l'ensemble de l'Internet public français aurait dû être totalement accessible en 2012. Oui, j'ai bien dit 2012, ce n'est pas ma langue qui a fourché, c'était bien les échéances qui étaient prévues par les décrets et arrêtés. Et force est de constater que les objectifs n'ont vraiment pas été atteints. Au point qu'en 2014, l'association BrailleNet,
où M. Denis Boulet sévissait à l'époque, a lancé une étude sur 600 sites pour vérifier si ces 600 sites présentaient des déclarations de conformité en matière d'accessibilité et si oui, comment tout ça était relativement valable ou pas. Et sur 600 sites, on a eu combien de pourcentage, Denis? J'ose à peine le dire. Donc en fait, sur 602 sites exactement de l'échantillon, seuls 22 sites publics produisaient une attestation de conformité, à l'époque ça s'appelait comme ça, qui était valable en tout cas dans le formalisme qui était demandé par la réglementation. Donc 22 sur 600 sites, ça fait 3,7% pour être précis. Donc en 2014, 3,7%. Manuel Pereira nous a annoncé ce matin la publication prochaine d'une enquête menée par l'association Valentin Avis. Il sera intéressant de voir à fin 2020, début 2021, quelle résonance cette enquête aura, notamment avec cet instantané que Brynet avait pris en 2014. J'ai peur d'anticiper un certain nombre de résultats, mais passons. En 2016, deux lois vont contribuer, malgré, je dirais, ces objectifs non atteints, à renforcer le droit à l'accessibilité numérique dans la loi. Une première loi, ou un premier texte en tout cas légal, qui est donc la loi dite République numérique, promue par Axel Lemaire. Deux articles dans cette loi parlent d'accessibilité numérique. Le premier, c'est l'article 105, qui prévoit une bonne accessibilité des communications téléphoniques pour les personnes sourdes, malentendantes, sourdes aveugles et les personnes aphasiques. C'est une loi qui est rentrée réellement en application avec la publication de son décret. C'est un article de loi, pardon, qui est rentré en application, excusez-moi, je me corrige, par un décret réellement en 2018, avec aujourd'hui une application sur cet article concernant l'accessibilité des communications téléphoniques pour les personnes sourdes, malentendantes, sourdes aveugles et aphasiques, qui laisse à désirer. En ce sens où, pour les personnes aphasiques et les personnes sourdes aveugles, le centre relais téléphonique, au moment où on parle, ne propose toujours pas de dispositif convenable pour une bonne accessibilité des communications téléphoniques. C'est d'ailleurs pour ça que le Conseil national consultatif des personnes handicapées, qui est souvent considéré rapidement comme étant un peu le Parlement des personnes en situation de handicap en France, a émis une communication en juillet pour réclamer de façon collective, au nom de ce Conseil national consultatif, le respect plein et entier de cet article de loi 105 de la loi République numérique. Le deuxième texte juridique à valeur légale dont je souhaiterais vous parler, paru en 2016, qui renforce l'accessibilité numérique, c'est la directive européenne UE 2016-2102 qui, elle, tend à harmoniser le droit à l'accessibilité numérique pour l'ensemble des pays membres de l'Union européenne. Tout ça, en réalité, recoupe un autre article de la loi République numérique de 2016, dont je ne vous ai pas encore parlé, mais c'est parce qu'en réalité, tout ça va se recouper avec cette directive, c'est pour ça que je vais en faire un bundle, comme on dit en bon français, je vais vous en faire un paquet. L'article 106, lui, en réalité, étend les dispositions qui existaient déjà dans l'article 47 de la loi du 11 février 2005, non seulement donc à l'Internet public, ça c'était déjà dans l'écriture de l'article initial, mais également au mobilier urbain connecté, par exemple, et aux applications mobiles. Alors pourquoi j'ai fait un paquet volontairement de cette directive européenne 2016-2102 et de cet article 106 de la loi République numérique? Vous pourriez me dire, à juste titre, c'est pas très pédagogique là, alors que tu dissocies les textes juridiques, finalement, de nous présenter ces deux textes qui sont dans des véhicules totalement différents, d'un côté une directive européenne et de l'autre côté finalement un article de loi française, c'est curieux. Eh bien parce qu'en réalité, cette directive européenne et cet article de loi 106 de la loi République numérique trouvent leur parachèvement en droit français dans la publication de l'article 80 de la loi Liberté de choisir son avenir professionnel, promulguée le 5 septembre 2018 et qui lui-même, cet article 80 de cette loi, va modifier l'article 47 de la loi du 11 février 2005. J'espère que tout le monde me suit, j'essaie d'être le plus didactique possible, mais c'est pas toujours facile avec les textes juridiques. Cela étant, ça permet quand même de comprendre
quelle a été la mécanique. Cet article de loi donc, vient modifier l'article 47 de la loi du 11 février 2005, vient renforcer, comme je l'indiquais, l'accessibilité numérique, étendre donc du coup cette accessibilité au mobilier urbain, aux applications mobiles, et subtilité française, pour le coup, puisque c'était une disposition qui était dans l'article 106 de la loi République numérique, étend même cette obligation à certains acteurs privés. Ces acteurs privés, comme je le mentionnais déjà hier, sont les acteurs de droit privé réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 250 millions d'euros, ce qui correspond aujourd'hui en France environ à 1400 groupes. Une fois que cet article 80 de la loi Liberté de choisir son avenir professionnel a été promulgué le 5 septembre 2018, il a fallu attendre un décret et un arrêté. Le décret est paru le 25 juillet 2019 et l'arrêté le 20 septembre en date du 16 septembre 2019, fixant un certain nombre de modalités à la fois techniques et juridiques, notamment en matière de sanctions. Les sanctions, je vais aller rapidement là-dessus puisqu'on les a déjà évoquées hier et j'aimerais pas lasser notre auditoire en rabâchant. Retenez que c'est 20 000 euros pour défaut de mise en évidence d'une déclaration de conformité sur les sites internet publics ou sur les sites des entités privées réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 250 millions d'euros. Donc, à défaut de cette déclaration de conformité qui doit spécifier si le site est accessible, partiellement accessible ou non accessible, et s'il n'y a pas, le cas échéant, de schéma pluriannuel disant dans les 3 ans ce que l'éditeur du site compte faire pour rendre son site accessible, l'entité en question, qu'elle soit publique ou donc de droit privé, si elle rentre dans les conditions que j'ai précédemment énoncées, peut se voir appliquer une sanction de 20 000 euros par site constaté. Donc, je redis ce que je disais hier. Si je suis opérateur de téléphonie, par exemple, que je maintiens, mettons, 500 sites, si sur aucun de mes sites j'ai une déclaration de conformité, eh bien, ça fait 500 fois 20 000. Ces sanctions, pour le moment, n'ont pas, à ma connaissance, été appliquées, et ce, d'autant moins que les décrets dont je parlais tout à l'heure, décrets et arrêtés sortis en 2019, prévoyaient, conformément au calendrier européen énoncé dans la directive européenne, que les anciens sites internet publics, ce qu'on appelle le stock, c'est-à-dire les sites qui existent depuis un moment mais qui n'ont pas fait l'objet d'un renouvellement quelconque, et les nouveaux sites devaient présenter ces déclarations de conformité au 23 septembre 2020. Et là aussi, pour reprendre les propos de notre secrétaire d'État aux personnes handicapées, il ne fallait pas s'attendre à ce que dès le 24 septembre à 8 heures du matin, tous les sites concernés fassent apparaître des déclarations de conformité. Elle avait raison. À 8 heures du matin, le 24 septembre, il n'y en avait quand même pas beaucoup. La directive européenne, rentrée en droit français par l'article 80 de la loi Liberté de choisir son avenir professionnel promulguée le 5 septembre 2018, prévoyait également qu'on ait le même type de mécanisme pour les applications mobiles. Et donc là, on a rendez-vous en juin 2021 pour voir si nos applications mobiles, notamment du service public, eh bien, présenteront des déclarations de conformité, telles que je les ai énoncées tout à l'heure. Maintenant, très brièvement, lors de la conférence nationale du handicap du 11 février 2020 à l'Élysée pour célébrer les 15 ans de cette loi cadre promulguée le 11 février 2005, on a eu une annonce, et je vais laisser du coup Denis revenir peut-être brièvement là-dessus, notamment à travers l'Observatoire des démarches en ligne. L'État a mis en place un observatoire en ligne, donc 250 démarches phares de l'État, c'est-à-dire, attention, on ne parle pas de 250 sites web, on parle de 250 démarches, c'est-à-dire que pour un même site web, il peut y avoir plusieurs démarches. Un site web, donc République française, l'Observatoire de la qualité des démarches en ligne, 250 démarches phares de l'État, et vous avez, voilà, par exemple, un certain nombre de démarches où vont être calculées un certain nombre, ou en tout cas répertorier un certain nombre de métriques sur tout ce qui est les actions réalisables en ligne, les usagers satisfaits, la compatibilité mobile, le support accessible, etc. Et puis, dans la dernière partie, on voit qu'il y a prise en compte handicap. D'accord ? Donc, la prise en compte handicap, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'un site web, pour que son statut dans cette colonne prise en compte du handicap passe de non à partiel et à oui,
eh bien, il faut que le site web puisse produire une déclaration de conformité de moins de 3 ans et que le résultat de cette déclaration de conformité dépasse 75% de conformité avec les critères du RG2A. D'accord ? Donc, si un site, imaginons Mon Parcours Handicap par exemple, produit donc une déclaration de conformité de moins de 3 ans et est supérieur à 75%, son statut en tant que démarche Mon Parcours Handicap passera de non partiel à oui. Et donc, il aura ce statut. On a la possibilité de pouvoir trier cet observatoire par justement les différentes typologies de classement. Donc, par exemple, prise en compte du handicap. Pour l'édition, on le voit ici, d'octobre 2020 du site web, eh bien, d'avoir une photographie, on va dire, de 3 mois en 3 mois, la dernière ayant eu lieu en juillet. Et donc, on va pouvoir, par exemple, voir sur la première ligne que la déclaration trimestrielle RSA prend bien en compte le handicap avec un statut oui, c'est-à-dire qu'elle a donc une déclaration de conformité inférieure à 3 ans, pardon, et un taux de conformité, vous voyez, 100% quand on déplie un petit peu la métrique dédiée à cette démarche en ligne. Et donc, j'ai fait le calcul pour vous. On va pouvoir voir que pour l'édition d'octobre 2020, on a 24 sites, 24 démarches qui ont un statut oui, 15 qui ont un niveau partiel et 140 qui ont un niveau non, un statut non à la prise en compte du handicap. Donc, par rapport à juillet, on est toujours à 24 oui, c'est-à-dire que 24 démarches sont toujours dans justement une déclaration de conformité de moins de 3 ans et plus de 75% de conformité au RGA. On est passé de 7 à 15 avec un statut partiel, c'est-à-dire qu'on a une progression de sites qui vraisemblablement n'avaient pas ni l'un ou ni l'autre de ces sous-critères, c'est-à-dire la déclaration de moins de 3 ans et 75% de statut conforme, et puis 140 non. Alors quand on fait le calcul, ça ne fait pas 250. Effectivement, il y a quasiment une petite centaine de sites où il n'y a aucun statut par rapport à la prise en compte du handicap. Donc le statut partiel, je ne l'ai pas bien défini, c'est autant pour avoir le statut oui de prise en compte du handicap, il faut avoir les deux sous-critères, donc la déclaration de moins de 3 ans et plus de 75% de conformité au RGA. Le statut partiel correspond à l'un ou l'autre de la prise en compte de ces sous-critères. On le rappelle, le RGA, en tout cas la loi telle que Fernando l'a pu l'évoquer, c'est bien 100% de prise en compte des critères du RGA. Donc là, on a un statut un petit peu arbitraire de dire, on va dire que le taux d'accessibilité acceptable pour passer un statut oui de cette démarche en ligne n'est pas 100%, mais uniquement 75%. Voilà ce que j'avais à dire, Fernando, sur cet état. Et donc, pour compléter l'annonce qui a été faite le 11 février 2020 par notre secrétaire d'État au numérique, Cédric O, a été de dire qu'il souhaitait qu'en 2022, 80% de ces démarches soient rendues accessibles à 75%. Donc on le voit, l'annonce est relativement en dessous de ce que prévoit la loi, puisque comme vient de le rappeler Denis, on n'est pas sur 75% d'accessibilité, c'est pas ce que dit la loi. Et puis on peut aller un tout petit peu au-delà et parler un peu technique, en indiquant aussi que le référentiel général d'amélioration de l'accessibilité découle des recommandations internationales des WAI, notamment d'un document qui s'appelle les WCAG 2, et en l'occurrence 2.1, 2.2, etc. Bon, mais en tout cas, ça découle de ce document de recommandation. Pour autant, les 106 critères retenus et qui doivent être respectés ne font pas de votre site un site universellement accessible. C'est un socle minimal requis par la loi pour qu'il soit consultable par bon nombre des internautes. Mais ce n'est pas un socle totalement satisfaisant en ce sens où il ne va pas concerner tout le monde. Alors de quoi je parle là, même si nous sommes en pleine journée d'études, technologies et d'efficience visuelle, on se doit aussi, lorsqu'on parle d'accessibilité numérique, d'exposer l'ensemble des conditions qui régissent la bonne accessibilité d'une interface. Eh bien, dans les recommandations internationales, en réalité, on a 3 niveaux.
le simple A, le double A, le triple A. Notre référentiel général d'amélioration d'accessibilité, en réalité, prend les critères simple A et double A des recommandations internationales, les fusionne et en font 106 critères. Mais les critères triple A, eux, ne sont pas dans ce socle minimal à atteindre. Ce qui fait que, notamment pour le facile à lire et à comprendre, c'est quelque chose qui est recommandé, mais ce n'est pas obligatoire. Pour la langue des signes française, c'est recommandé, mais ce n'est pas obligatoire. Donc on le voit, l'accessibilité numérique en France, d'un point de vue légal, réglementaire, c'est déjà respecter ce socle minimal fixé par le RG2A et ses 106 critères. Mais si on veut bien faire, c'est d'aller plus loin et c'est prendre en compte des populations qui aujourd'hui ne sont pas représentées dans le socle minimal composé par ces 106 critères. Et c'est pour ça qu'on a jugé intéressant, utile, d'inviter aujourd'hui José Coignard et Yann Goupil de la Caisse des dépôts et consignations, puisqu'ils travaillent sur une plateforme que certains d'entre vous connaissent sans doute déjà, qui s'appelle Mon Parcours Handicap, qu'on peut retrouver sur www.monparcourshandicap en un seul mot, monparcourshandicap.gouv.fr. Et on va le voir, ils ont eu à cœur de travailler bien évidemment sur le respect de ce que leur demande la loi, ça c'est la base, et d'aller un peu plus loin que ce que leur demande la loi pour s'assurer que ce site fondamental en matière d'accès aux droits pour les personnes en situation de handicap soit le plus accessible possible. Bonjour à toutes et à tous, je suis Yann Goupil. Je suis intervenu sur le développement de cette plateforme en tant que responsable de l'expérience utilisateur et en tant qu'expert en accessibilité numérique. Je vais déjà parler de l'origine en fait de cette plateforme qui est issue d'un rapport parlementaire en 2018 de deux parlementaires, donc les parlementaires Taquet et Serre, qui se sont interrogés en fait sur les modes de fonctionnement des services publics engagés dans la politique publique du handicap, et donc savoir s'ils répondaient vraiment aux besoins des usagers. C'était une approche qui était vraiment orientée usagers, une consultation nationale qui a été faite pour vraiment interroger les personnes. Et donc, il y a un rapport qui est issu de toutes ces études et qui a proposé donc 113 propositions pour améliorer le quotidien des personnes en situation de handicap. Ce rapport, je vous conseille la lecture, il est assez long, mais il est très riche d'informations. Il est malheureusement en fait assez critique sur justement la politique du handicap et notamment le service rendu par les services publics auprès des usagers. Dans ce rapport, donc des 113 propositions, il y en a une qui est la numéro 7 et qui propose donc la création d'une plateforme unique orientée parcours usager pour en fait centraliser vraiment l'information, la rendre officielle, fiable, homogène pour les personnes en situation de handicap. C'est vrai que les informations en fait elles sont très diffuses, elles sont très dispersées, donc c'est très compliqué de s'y retrouver. Ça crée beaucoup d'anxiété pour les personnes. En tout cas, c'est ce qui remonte dans ce rapport. Et donc, on a besoin de réassurer les personnes afin qu'elles trouvent vraiment une information fiable et officielle de manière donc centralisée sur un même site. Donc en 2019, le gouvernement s'est tourné vers la Caisse de solidarité pour l'autonomie, la CNSA et la Caisse des dépôts pour créer en fait les premières briques de cette plateforme qui a été appelée Mon Parcours Handicap, parce que c'est vraiment orienté parcours usager. Et donc en 2019, on a commencé à travailler sur les premières briques de cette plateforme qui concernent la formation professionnelle, l'emploi et la vie professionnelle des personnes en situation de handicap, mais ainsi tout ce qu'on peut trouver en matière d'aide, de démarche. Donc la première version de cette plateforme est sortie en plein confinement ce printemps, en plein mois de mai. La plateforme n'a pas été lancée, on va dire, de manière très officielle, en tout cas à très bas bruit. Il n'y a pas eu non plus d'une communication très, très forte parce qu'il y avait la crise sanitaire qui est passée par ici. Donc là, on est sur la page d'accueil de Mon Parcours Handicap. Je vais juste décrire donc, quelques grosses parties qui sont les plus importantes du site. Je parlais tout à l'heure de centralisation d'informations et d'orientation des personnes.
Donc, c'est la première grosse rubrique de notre site qui nous concerne, où donc vous allez vraiment trouver des articles de fond en matière de droit, de démarche, de formation professionnelle, de formation en alternance qui est très importante et concernant l'emploi et la vie professionnelle. Donc, si tu vas dans droit et démarche, par exemple, on va retrouver tout ce qui concerne bien sûr, les informations liées au MDPH, la maison départementale des personnes handicapées, les aides et les prestations sociales, tout ce qui est AH, AEH, les pensions d'invalidité, etc. Les aides à l'emploi et à la formation et les aides au transport. Donc, pour l'instant, c'est déjà une première salve de tout ce qu'on peut trouver en matière d'aide. Donc, les articles qu'on trouve sur la plateforme, ce sont des articles qui ont été vraiment écrits spécifiquement pour la plateforme. Ce n'est pas juste une compilation d'articles qui peuvent exister, enfin tout du moins des informations qui peuvent exister à droite à gauche sur tous les sites de la sphère du handicap. Ce sont des articles qui ont été vraiment recréés de toutes pièces, de manière à ce qu'ils soient vraiment le plus simple, le plus complet, et les plus accessibles. Comme le disait Fernando tout à l'heure, on retrouve également des ressources en facile à lire et à comprendre sur les contenus, on va dire, les plus cruciaux. Et puis, sur chacun des articles de fond, les personnes ont la possibilité de donner leur avis sur le contenu qu'ils ont visité, donc que ça soit un avis positif ou un avis négatif. Et dans le cas d'un avis négatif, on les invite vraiment à nous communiquer tout ce qui a pu gêner ou entraver la compréhension des articles. C'est des choses qu'on suit vraiment très sérieusement et qui nous aident à améliorer les contenus. Cette plateforme, elle n'a pas été faite, bien sûr, par nous dans notre coin. Depuis le début des travaux de la plateforme, on sollicite les personnes en situation de handicap, donc à travers des ateliers de travail, à travers des interviews qu'on a pu faire en face à face, en one-to-one, comme on dit. Il y a eu beaucoup d'ateliers de travail qui ont été menés dans le cadre également d'un premier service qui est sur la plateforme et qui concerne l'immersion professionnelle des personnes. Le service en question, c'est le service qui s'appelle Handi, accompagnement numérique et développement de l'insertion. Donc ça, c'est un premier service qui a été vraiment créé, pareil, à la Caisse des dépôts et qui est disponible sur la plateforme. Il y aura d'autres services qui vont intervenir, plus d'autres services qu'on va aussi référencer, qui ne sont pas forcément créés par nos équipes de développement, mais par exemple, comme les droitssociaux.gouv.fr ou d'autres services qui sont créés soit par des institutionnels ou soit par d'autres acteurs qui seront référencés et qui apporteront vraiment de la valeur pour les usagers. Ça, c'est très important, cet aspect co-construction avec les personnes en situation de handicap. On a créé aussi ce qu'on appelle une communauté, c'est-à-dire qu'on invite vraiment les personnes à nous rejoindre, à nous aider, vraiment à construire cette plateforme, vraiment recueillir leurs besoins, échanger collectivement pour réfléchir à des solutions intelligentes. Donc aujourd'hui, on a à peu près 500 usagers qui se sont inscrits sur notre plateforme et donc qu'on sollicite, soit comme ça à travers des enquêtes ou des sondages en ligne, mais également en les contactant directement pour échanger avec eux sur les thématiques de la plateforme. Donc on a parlé des informations, on a parlé des services. Bien sûr, il y a une partie actualité qui est affichée sur le site. Je peux vous donner, par exemple, à titre indicatif, les articles justement qui ont été les plus consultés sur les derniers mois. Donc, il y a beaucoup d'articles qui vont concerner donc, les aides, notamment la pension d'invalidité, l'RQTH, l'allocation aux adultes handicapés, tout ce qui concerne les dépôts et les traitements de dossiers par les MDPH. On a aussi des actualités justement sur les masques inclusifs qui a très bien fonctionné. Et puis sur la formation, comment compenser mon handicap en formation, qui peut m'aider à élaborer mon projet de formation ou d'évolution professionnelle, comment financer ma formation, comment me former pour trouver un emploi, comment parler de mon handicap. Ce sont des articles
qui sont présents sur cette plateforme et donc qui sont les plus consultés à l'heure actuelle. Pendant la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, on avait aussi, on a un agenda sur cette plateforme qui a très bien marché également donc pendant ce mois de novembre avec la semaine pour l'emploi. Mais à tout moment, en fait, on peut proposer des événements. Tout internaute peut proposer un événement en rapport, bien sûr, avec le handicap et donc sera affiché sur cette plateforme. Donc voilà, en 2 mots, vraiment très, très rapide, ce qu'on peut trouver sur mon parcours handicap. Bien sûr, il y a d'autres briques qui vont se construire petit à petit. La prochaine brique en cours de travail va concerner tout ce qui est la scolarisation. Mais cette plateforme a vocation vraiment à traiter de tous les parcours de vie, que ce soit le logement, la santé, les transports, les retraites, la découverte du handicap, voilà, tout un tas de sujets qui seront présents sur cette plateforme. Et on encourage vraiment les gens donc à aller la visiter s'ils ne la connaissent pas encore et ne pas hésiter également à s'inscrire à cette communauté pour participer à la construction de cette plateforme. Je vais laisser maintenant José parler plus de la conduite du projet et comment on est arrivé effectivement à ce très bon niveau d'accessibilité, notamment qui fait qu'on échange sur ce point-là. Merci Yann. Donc, bonjour à tous et à toutes. Moi, c'est José Coignard. Dans l'équipe Programme Handicap, je suis coach agile. On va revenir un peu sur ce terme qui n'est peut-être pas connu de tout le monde. Donc, ce projet web que vous a présenté Yann, on l'a réalisé dans un cadre qui permet un travail souple, qui permet de s'adapter rapidement et qui permet de valider des hypothèses en lien avec les usagers. Donc, ce cadre de travail, c'est ce qu'on appelle le cadre de travail agile. Il permet, entre autres, une création itérative du produit et de se focaliser sur la qualité et l'écoute des usagers. Ce cadre de travail, il amène aussi 3 choses qui sont, pour nous, on pense essentielles à la réussite, en tout cas, de la mise en place d'un produit de qualité et notamment de qualité au niveau d'accessibilité numérique. Premier point, c'est une équipe de développement la plus autonome possible, afin de vraiment délivrer rapidement de la valeur et un produit sur le terrain. Deuxième point, c'est une démarche centrée sur l'utilisateur. Yann vous l'a déjà dit. Donc, c'est une démarche qu'on appelle une démarche de design d'expérience, UX, et c'est hyper important et encore plus important dans notre cadre d'exigence d'accessibilité numérique et d'utilisabilité numérique. Et enfin, un paramètre dans cette démarche, dans ce cadre de travail qui est inamovible. Vous savez, dans un projet web, il y a 4 paramètres. Il y a le coût, le délai, le périmètre du produit et la qualité. Et généralement, c'est ce dernier paramètre qui est touché parce qu'on est à court d'argent, on est à court de temps. Et donc, nous, ce paramètre-là, on l'a fixé. Il était inamovible, intouchable. La qualité, c'était non négociable. Il fallait absolument qu'on soit au 100% d'accessibilité numérique. Et donc, c'est un critère extrêmement important dans notre cadre de travail, notre démarche. La composition de l'équipe, on vous l'a mise dès septembre 2019. On a construit une équipe de professionnels du monde du web et de professionnels en accessibilité numérique. Et donc, Yann en faisait partie en tant qu'UX designer et expert en accessibilité numérique. On avait aussi une personne qui avait des compétences en automatisation de tests fonctionnels, important pour tout ce qui est fluidité de la construction et de contrôle de non-régression du produit. On avait une personne responsable de l'interface web graphique. On avait une personne qui codait ces pages web, donc vraiment le code HTML, les JavaScript, les scripts qui permettent une fluidité, quelque chose de sympa à voir, mais qui répondent aux exigences d'accessibilité. Et puis, au début, 3 développeurs sur le gestionnaire de contenu de Drupal et assez rapidement 4. C'est ce que l'équipe, donc tout ce que vous a présenté Yann, c'est cette équipe-là qui l'a construit. Ce cadre de travail, donc, il n'intégrait pas forcément l'accessibilité numérique, mais ça a été une exigence pour nous dès le début. C'était vraiment une première préoccupation, c'est de faire quelque chose pour et avec les usagers. Et donc, puisque notre public cible était les personnes en situation de handicap avec des déficiences, eh bien, ce critère-là, d'accessibilité numérique était le premier critère, notre première exigence. Donc, comment ça s'est matérialisé dans notre cadre de travail? C'était une matérialisation d'abord dès le design. C'est-à-dire qu'on n'attendait pas la phase de codage par les équipes techniques. Dès le design, donc
avec le travail notamment de Yann, on prenait en compte l'accessibilité numérique. Donc, à la fois en captant les besoins des utilisateurs, leurs irritants, mais aussi dans le design des solutions qu'on pouvait proposer et dans le test de ces solutions-là. Le respect du référentiel général d'accessibilité, évidemment, dans sa version 4, mais on a aussi parlé des WCAG de points, et nous, donc, on a été posé dans notre définition du terminé, qui est un artefact, qui est un élément du cadre de travail Agile Scrum, c'est on veut aller au plus haut niveau d'accessibilité. Donc, on considère un sujet terminé, une page web, une fonctionnalité, on la considère terminée que quand on a respecté l'ensemble des critères d'accessibilité numérique. Ça, c'est un point crucial qui, je pense, nous a permis vraiment d'atteindre assez rapidement ces 100% d'accessibilité numérique. Ça a été complété par des tests automatisés. Alors, ça ne fait pas tout, mais c'est toujours bien d'en avoir. Et donc, on a utilisé des outils comme Ask-Atason ou Ranorex pour faire cela. Et puis, quelque chose qui est certainement essentiel qu'on a mis en place, c'est une bibliothèque de composants, des normes sur l'interface, ce qu'on appelle un design system. Ça nous permet, aux développeurs de venir piocher sur étagère des choses qui ont déjà passé le filtre de notre expert à accessibilité numérique, qui sont déjà 100% conformes et qui peuvent être réutilisées rapidement pour construire une nouvelle fonctionnalité, une nouvelle page. Alors, on a complété tout ça, évidemment, par des formations, des audits, soit d'utilisabilité ou des audits sur le référentiel. Et puis, évidemment, on l'a déjà plusieurs fois dit, des tests avec les usagers. Alors, dans ce cadre, et on remercie la Fédération des aveugles et amblyopes de France pour l'intervention d'aujourd'hui et puis pour tout le travail qu'on a fait ensemble, puisqu'on a, dès le début, fait une convention de partenariat avec eux. Et cette convention avait deux objets. C'était d'abord d'acculturer l'équipe à l'accessibilité numérique, parce qu'on verra, on avait quand même une équipe assez novice dans le domaine, mis à part Yann. Et puis, avec la Fédération des aveugles et amblyopes de France, on a réalisé des audits. Alors, des audits plutôt d'utilisabilité sur le produit numérique, plus que des audits sur le référentiel d'accessibilité numérique. Donc, ces audits d'utilisabilité, par exemple, pour l'anecdote, nous ont permis de changer, de pivoter par rapport aux hypothèses qu'on avait faites. Et une hypothèse qu'on avait faite, c'était une navigation via un arbre de décision. Donc, en fait, on voulait poser des questions aux personnes, aux usagers, et puis en 4-5 questions, leur afficher le contenu le plus approprié par rapport à leur réponse. Et en fait, ça, on s'est rendu compte, déjà que techniquement, c'était pas facile à faire pour respecter l'accessibilité numérique, mais avec le travail de la Fédération des aveugles de France, on s'est rendu compte aussi que ce n'était pas très utilisable pour une certaine catégorie de déficience. Donc, au final, on a changé, on a mis ce travail de côté et on a fait autre chose, et ce que vous a présenté Yann, une arborescence un peu plus classique, une navigation un peu plus classique. On a complété tout ça donc par des audits de conformité RGA avec une entreprise spécialisée qu'on a mené aussi de manière itérative entre janvier et avril, et puis évidemment des tests utilisateurs en présentiel ou à distance. Alors surtout en fait, au final à distance, puisque on a eu la crise du Covid qui est passée par là, et puis avant on avait eu aussi la crise des gilets jaunes qui nous a un peu embêtés à mener des tests en présentiel. Alors, je le disais tout à l'heure, c'est une équipe qui est montée en compétences progressivement, qui était assez novice au début. Et ça, on voulait attirer votre attention sur cet aspect-là, puisque en dehors de l'expert en accessibilité numérique, Yann, le reste de l'équipe était assez débuté sur le domaine. Et ça a été quand même un challenge en plus pour nous tous, puisque l'accessibilité numérique, c'est pas si simple. Et donc, on vous conseille vivement, si vous démarrez un projet web, de former d'abord votre équipe. Parce qu'une fois formé à l'accessibilité numérique, le fait de participer au terrain à la construction de quelque chose et en respectant les règles, ça leur permet vraiment de monter en compétences rapidement et d'asseoir en fait toutes ces compétences théoriques qu'ils peuvent voir lors d'une formation. Donc tout ça, c'est venu renforcer au fur et à mesure les acquis et consolider tout ça au sein de l'équipe, ce qui permet maintenant d'avoir une équipe qui ne fait plus trop appel à Yann, prend en compte assez rapidement techniquement les choses et nous évite des écueils, et ça permet d'aller beaucoup plus vite. Alors, tout ça, ça nous a permis d'atteindre les 100% d'accessibilité numérique sur les critères AAA du WCAG. Donc, on a été plus loin que le RGA et c'est quelque chose qu'on veut maintenir dans le temps. C'est quelque chose qui n'est pas simple et justement, je vais laisser Yann vous parler de comment on envisage de continuer à rester à ce meilleur niveau. Ouais, merci José. Donc effectivement, c'est que le début en fait
l'accessibilité, le fait d'être 100%. Maintenant qu'on a fait tout ça, l'enjeu principal, c'est qu'il faut maintenir une démarche pérenne dans la durée. Puis surtout que voilà, on peut avoir des personnes qui quittent le projet, d'autres qui reviennent. Donc, c'est très, très important de pérenniser tous les travaux d'accessibilité. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Déjà, on documente beaucoup les choses. C'est pas parce qu'on est en mode agile qu'on fait pas de documentation, de spécification. En cadre agile, on a ce qu'on appelle des user stories. Donc, dans ces user stories, on documente vraiment de manière très, très précise ce qu'on attend comme critères ce qu'on appelle les critères d'acceptation, et on décrit également de manière très technique les spécifications de l'accessibilité. Ça, c'est très important de documenter les choses de manière à ce que quelqu'un qui reprend de la documentation, il trouve vraiment de l'information sur cette partie. On continue bien sûr la démarche centrée utilisateur, on continue les travaux avec la communauté de nos usagers, et pour les prochaines fonctionnalités ou les prochaines thématiques, on va continuer avec nos tests utilisateurs. C'est très important que ce soit des tests de perception sur des maquettes qui ne sont pas, voilà, le développement n'est pas encore effectué, mais comme le disait José tout à l'heure, même en partie conception, et dès qu'on a des maquettes à proposer, on les soumet à nos usagers. Donc on a déjà des retours. Continuer à utiliser ce qu'on a pu construire avec le design system. Maintenant qu'on a capitalisé sur beaucoup de choses, ce design system, il est très important à maintenir également et à réutiliser dès que c'est possible. Dès qu'on fait des nouvelles fonctionnalités, on a aussi le fait de solliciter un tiers certificateur qui nous fait des audits vraiment de conformité. Donc, ce n'est pas parce qu'on a eu notre déclaration de conformité qui était faite au mois de mai qu'elle ne va pas vivre dans le temps. À chaque fois qu'il y a une nouvelle fonctionnalité, en fait, on soumet un contrôle de conformité et un audit. Donc, ce qui fait que c'est finalement assez rapide parce que l'accessibilité étant prise en compte sur toute la chaîne, les résultats d'audit de conformité nous ramènent de la conformité, on va dire, en fonction de ce qu'on propose, entre 75% et 90% de conformité. Donc, on a très, très peu de choses sur lesquelles on revient. C'est vraiment des petites broutilles, entre guillemets, qui ont pu nous échapper pendant la phase de développement. Et donc, c'est très rapide, en fait, à corriger. On refait, bien sûr, appel également à la Fédération des aveugles de France pour les tests d'utilisabilité, parce que ce n'est pas parce qu'on produit quelque chose qui est conforme qui est forcément utilisable. Et donc, vous nous avez donné des conseils précieux justement pour ajouter de l'information, pour faire les choses un petit peu autrement, même si c'était conforme en matière d'accessibilité. Ce n'était pas forcément facilement utilisable, tout du moins ça nécessitait des petits ajustements pour aider à l'utilisation. Bien sûr, on forme les contributeurs qui produisent des contenus sur le site, parce qu'on a une belle coquille, entre guillemets, accessible. Dès qu'on va insérer des contenus sur cette plateforme, bien sûr, il faut que les personnes qui s'occupent de contribuer soient formées à l'accessibilité et formées à produire quelque chose d'accessible. Et puis, à la Caisse des dépôts, voilà, consciente de tous ces enjeux, en fait, vraiment à nommer un référent accessibilité numérique, qui est moi, pour prendre en compte vraiment tous les enjeux et acculturer vraiment tout l'établissement public, et pas juste quelques équipes de développement, mais vraiment tout l'établissement public à l'accessibilité, et développer l'accessibilité de manière pérenne, j'allais dire enfin. On vous a mis effectivement quelques ressources utiles qui peuvent être assez pratiques pour si on veut commencer dans l'accessibilité, si on veut se renseigner sur l'accessibilité. Ce sont des documents officiels de la DINUM. Donc, il y a quelques guides qui ont été produits il y a quelques années, mais qui sont toujours d'actualité et qui vont concerner, on va dire, tous les profils qui peuvent intervenir dans la création de plateformes ou de services numériques, comme les concepteurs, les intégrateurs, les développeurs, les chefs de projet, mais aussi, bien sûr, les décideurs. Il y a tout un corpus de documentation qui est vraiment très intéressante et qui permet vraiment de bien comprendre les enjeux de l'accessibilité.
en plus de l'ABC du numérique que vous avez produit, qui est très bien fait également. Et puis aussi, on a mis comme ressources les bonnes pratiques et le design system de la DILA, donc qui est derrière en fait la plateforme servicepublic.fr, qui a un très bon niveau d'accessibilité et qui est vraiment aussi très vertueuse dans la prise en compte de l'accessibilité dans tous leurs travaux. Merci Yann, merci José. Écoutez, c'était un exposé très clair sur finalement exposer à nos auditeurs qui ne sont pas forcément au courant de comment on réalise un site web. Là, il y a des notions propres à la chefferie de projet, de la méthode Scrum, de c'est quoi un métier de référent en accessibilité numérique. Donc bravo déjà Yann pour avoir accédé à ce poste. Et puis on voit que plus c'est pris en amont avec des objectifs de maintien dans le temps de l'accessibilité numérique, forcément le projet est accessible, reste accessible, et ça c'est important, notamment, comme tu l'as dit pour terminer Yann, le fait d'avoir une coquille, donc un contenant qui est accessible à la livraison au mois de mai, et l'important c'est qu'un an après, ou voire 2-3 ans après, les gens qui alimentent quotidiennement ce site puissent ne pas faire de bêtises en termes de remplissage dans les contenus, et puissent avoir les réflexes d'accessibilité pour rendre pérenne l'accessibilité dans le temps. Donc écoutez messieurs, merci mille fois, c'était très clair, les transparents pourront être diffusés évidemment. On va donner la parole à Pascal qui, pour quelques minutes, s'il y a des questions, si elle a elle-même des questions, voilà, Yann et José sont là pour y répondre. Moi, je suis impressionnée par cette présentation et si je peux me permettre, j'aurais qu'une seule envie, c'est qu'on clone votre équipe dans tous les ministères, toutes les collectivités locales et chez tous les grands groupes privés qui ne nous produisent pas de sites accessibles, loin s'en faut. J'aimerais savoir, selon vous, alors on a compris qu'il y avait une notion, une demande forte dès le départ de cette accessibilité numérique, mais quels sont les ingrédients qui ont fait que ça a pu prendre avec une telle efficacité? Moi, je pense à la technique, mais j'imagine aussi qu'il y a une grande part d'investissement personnel et de fait que de grandes convictions soutiennent ce projet. Effectivement, on applique ce que tous les experts rabâchent depuis 15 ans. Hein, effectivement, c'est quand même, on a pris en compte l'accessibilité vraiment dès le début du projet. Dès le début du projet, c'est les donneurs d'ordre, bien sûr. Nous, à la Caisse des dépôts, on a une directrice qui vraiment était à fond là-dessus et qui nous soutenait, qui nous soutient à 100% sur l'accessibilité. Mais de par les publics visés par la plateforme, c'était inconcevable qu'on ne prenne pas en compte ce sujet dès le début du projet. Et donc, après, le secret, c'est une prise en compte vraiment à tout moment. C'est dès la conception, dès qu'on peut présenter quelque chose aux utilisateurs, c'est de les faire tester. C'est effectivement de produire quelque chose de conforme, mais de tester, de manière à avoir vraiment des retours les plus efficaces, et on corrige le tir si ça ne va pas. Et c'est ça qui est vraiment la clé, quoi. C'est une prise en compte sur toute la chaîne et de tester vraiment le plus régulièrement possible pour garantir ce niveau, on va dire. Puis pour compléter, c'est la collaboration au sein de l'équipe, puisque c'est vraiment un travail d'équipe qui s'est mis en place au fur et à mesure. Et donc, avec cette montée en compétences en lien avec Yann, avec la Fédération des aveugles de France. Et ça, le cadre de travail Agile, Scrum, nous permet vraiment d'être dans ce mode collaboratif au sein de l'équipe. Et c'est un point vraiment crucial également. Tu parles de l'équipe à l'instant. Est-ce que pour une thématique un peu nouvelle par rapport à un certain nombre de développeurs ou de techniciens intervenant sur le site, est-ce que ça a pu être vu comme une contrainte? Parce que moi, je trouve intéressant que Yann, qui est un externe au départ et qui est lui formé depuis des années à l'accessibilité, donc lui est quelqu'un déjà de très investi et donc va insuffler son investissement et sa motivation aux autres. Mais est-ce qu'il y a pu y avoir des petites résistances, des blocages à un moment? J'en ai pas constaté vraiment. Je pense que tous les intervenants, toute l'équipe qui a rejoint ce projet avait à cœur de faire quelque chose vraiment de très propre et vraiment d'utilisable par les personnes. Donc non, il n'y a pas eu de frein. Il y a eu de la sueur, par contre, pour monter en compétences, mais ça s'est vraiment fait voilà, au fil de l'eau, sans qu'on stresse plus que ça, sans qu'on mette de la pression. C'est vraiment ce mode collaboratif avec Yann qui a extrêmement bien marché, et l'équipe
au fur et à mesure, voilà, et monter en compétences, ça a permis de délivrer ce beau projet. Ce qui les a vraiment, enfin, on va dire, sensibilisés au sujet, c'est de rencontrer en fait des personnes en situation de handicap via nos tests utilisateurs. Ça, je pense que ça a été un vrai élément déclencheur pour eux en termes de prise de conscience. Bah oui, qu'il y a des utilisateurs qui zooment à 200-300% un écran pour voir et pour utiliser Internet. Des utilisateurs qui utilisent un lecteur d'écran et ne savaient pas forcément ce que c'était qu'un lecteur d'écran. Là, ils ont vu vraiment dans la vraie vie, si j'ose dire, des utilisateurs tester notre produit, commencer à tester la plateforme avec leurs aides techniques, avec leur contexte d'utilisation. Et ça, forcément, effectivement, tous les développeurs n'ont pas forcément conscience de tous ces cas d'utilisation, en fait, de tous ces usages, de toutes ces aides techniques. Et de rencontrer les personnes, ça a été vraiment pour moi, enfin, ils me l'ont dit, en tout cas, c'était vraiment un effet déclencheur dans la prise de conscience et du fait que, bah oui, les développements ils doivent être accessibles pour que le produit soit fonctionnel. Si ce n'est pas accessible, ce n'est pas fonctionnel. Oui, ça paraît effectivement le passage de la théorie et de la bonne volonté à la pratique et au fait de constater que entre l'instant où on a fait un test qui n'était pas probant et l'instant où on a corrigé le tir, du coup, bah, ça change tout pour l'utilisateur final. J'imagine qu'effectivement, ça puisse être un sérieux moteur. J'avais une autre question, peut-être pour Fernando s'il est encore là. Comment peut-on signaler un site public, par exemple, restons sur les sites publics ou même un site privé, mais qui tombe sous le coup des lois dont tu nous as bien détaillé les différents tenants et aboutissants. Quelle démarche l'utilisateur lambda peut-il entreprendre, ne serait-ce que pour le signaler comme mauvais élève, par exemple? Alors, ta question me gêne, mais pas parce qu'elle me gêne moi en tant qu'individu, mais c'est parce que on est censé avoir une réponse et j'ai du mal aujourd'hui réellement à valoriser cette réponse. C'est-à-dire qu'on a un site internet qui a été mis en place dans le cadre en réalité de l'accompagnement de cet observatoire des démarches dont Denis nous a parlé, qui s'appelle Vox Usager. Le problème, ils auraient dû s'inspirer des méthodes mises en place par José et Yann pour faire en sorte que ce site lui-même soit accessible. Et donc, du coup, si on va sur Vox Usager, donc VOXUSAGER, s.gouv.fr, on a une plateforme qui permet de signaler un certain nombre de choses, mais qui mériterait encore de travailler un peu sur son accessibilité. Là, je suis en train de me rendre au moment où je te parle, parce qu'après tout, on ne sait jamais, peut-être que dans la nuit, il s'est passé quelque chose, et puis bon, il faut être honnête, je ne vais pas tous les jours sur cette plateforme non plus. Mais là, par exemple, Surtout si elle n'est pas accessible. c'est ça, voilà, ou pas super accessible. Donc là, sous mes doigts et Bobby, j'ai une image qui me dit, alors je vous lis parce que j'ai de la chance d'avoir un afficheur braille, parce que si en plus je devais restituer ce que la synthèse me disait dans le casque, ce serait d'autant plus compliqué à lire. Mais enfin, je vais me permettre de vous lire ce que j'ai là sous les doigts. J'ai pen-wild.svg, voilà. Et avec ça, bah, débrouillez-vous pour savoir ce que ça veut dire. Donc, on le voit, il y a encore un gros travail à faire pour que cette plateforme qui, justement, le 11 février 2020, avait été mise en avant pour permettre notamment le signalement de défauts d'accessibilité numérique, soit elle-même accessible. Officiellement, on a quelque chose, mais dans les faits, ce n'est pas accessible et ça fait déjà un petit moment qu'on alerte les services de l'État sur le fait de la rendre elle-même accessible. Oui, ça me rappelle une expérience pour laquelle je voulais protester contre un site du ministère de l'Intérieur. Donc, c'était pour le référendum d'initiative partagée, qui était protégé par un CAPTCHA, sauf que pour déposer une réclamation, il y avait également un CAPTCHA. Voilà. Donc, c'est quand même pas très réjouissant tout ça, mais bon, on va espérer que ça évolue dans le bon sens dans le temps. La prise en compte est vraiment difficile, quoi. Elle est vraiment difficile et on voit bien que c'est pas encore dans les esprits que de concevoir accessible et de travailler cette question. Ça, c'est évident, c'est vraiment évident. Tout ce qu'on voit, c'est que avec un couple comme José et Yann, on a une présentation qui tient en 20 minutes pour montrer des bonnes pratiques, montrer des bons exemples, montrer des expérimentations qui ont donné un très bon résultat. Bah voilà, quelque part, c'est packagé. Donc, messieurs, en plus de votre travail au quotidien, j'imagine et j'espère que vous allez être soumis à de la demande justement de présenter, rien que dans les services publics, dans l'interministériel, dans tout ce qu'on veut, ces bonnes pratiques, ça mérite. En plus, vous avez la bonne idée de rappeler les ressources utiles pour les différents corps de métier. Et donc, je pense que c'est très salutaire et on vous remercie pour ça.